chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui nous sommes à la rencontre de Yessou, c'est son nom d'artiste. Peut-être qu'à la fin il nous dira son vrai prénom, mais en tout cas on va démarrer avec lui parce que lui il est graffeur et justement ça nous change un petit peu de nos invités habituels. Donc nous sommes ravis de le recevoir. D'ailleurs c'est lui qui nous reçoit chez lui, cette fois-ci dans son atelier. Donc nous allons au fur et à mesure découvrir son parcours, les moments marquants de son parcours artistique et personnel d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va commencer. N'est-ce pas, Yessou? Yes. Très bien. Merci d'être avec nous. On disait donc 3 valeurs qui te définissent pour cette présentation. Alors, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que la valeur à laquelle je pense d'abord, ce serait la persévérance, en fait. C'est-à-dire le fait de ne jamais rien lâcher. Oui. J'aime la valeur de respect aussi. Le respect. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et puis après, il y en a qui sont positives ou négatives, mais par exemple, la hargne, d'une certaine manière. Oui. Mais c'est vrai que c'est les 3 mots qui me sont arrivés, certainement liés à ma période du moment, mais c'est ce qui me vient en tête. Effectivement, peut-être dans 2 mois, ce sera d'autres choses qui me définira. Mais... Très bien. Donc on en a dit respect, on a dit art, et le tout premier... La persévérance. La persévérance. Ouais. Très bien. Alors, on parle souvent, on dit qu'un homme, c'est un tout. Et pour toi, si on devait dire citoyen du monde, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est hyper important, surtout à l'heure actuelle, du fait d'habiter en Guadeloupe. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune en Bretagne, j'aimais me définir par rapport à mon grand-père italien, plus que par le fait de dire que je suis breton ou français. En fait, je cherchais toujours une appartenance extérieure. Peut-être qu'en Guadeloupe, j'irais chercher le côté breton ou le côté italien aussi. Mais j'aime me définir aussi en tant que Guadeloupéen. Et puis, surtout dans notre société où on voit qu'effectivement, on vient de tous les horizons. Je trouve ça d'autant plus important et ça nous permet de mettre des valeurs en commun. Et pour avancer, ça, c'est hyper important. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es Guadeloupéen? Je pense, ouais. Enfin, j'espère que c'est au peuple guadeloupéen de le dire aussi. Mais oui, je me sens... autant guadeloupéen que breton, c'est-à-dire que je ne fais pas une différenciation, je fais ce qui me nourrit en fait, par rapport aux gens qui me nourrissent, par rapport à l'endroit où je suis. Alors on rappelle à nos auditeurs justement que ça fait déjà plus de 20 ans que tu es en Guadeloupe, que tu as apprivoisé la rue, si je peux dire ça ainsi. Ouais, ou c'est la rue qui m'a apprivoisé, effectivement, mais c'est vrai que c'est un travail au début quand tu es jeune graffeur, quoi. Enfin, quand je dis un travail, c'est assez naturel dans la mesure où tu y vas, etc. Mais t'es toujours en jeu en fait. C'est-à-dire aller voir où tu vas peindre, aller rencontrer les gens aussi qui vivent dans la rue, parce que c'est pas forcément les mêmes catégories de personnes que ceux qui sont dans différents endroits. Donc c'est tout un univers à appréhender, puis cet univers, si tu acceptes, tu y continues, ouais. Alors, sur cette lancée, on va continuer. Quelle est la différence? Parce que quand on regarde ton parcours, les interviews que tu as pu déjà faire, les expositions, ou en tout cas comment on appelle ça, les installations, entre graffiti et street art, quelle différence fais-tu? C'est vrai que j'étais un peu plus hargneux justement par rapport au terme de street art il y a quelques années, parce que c'est vrai qu'en tant que graffeur, en fait, on a amené finalement une certaine forme de reconnaissance pour le street art. Mais on va définir le graffiti assez simplement, en tout cas le graffiti récent, qui est né dans les années 70, voire un petit peu avant. Mais c'était une manière de s'exprimer, surtout à la bombe ou au marqueur. C'était marquer son nom, c'était aller là où on voulait, etc. Alors que le street art, on a pu voir arriver des personnes qui sortaient d'écoles d'art. Moi-même, si je viens pas de la rue originellement, en tant que graffeur, il fallait que je passe par la rue par rapport au côté hip-hop aussi, etc. Marquer son nom, t'as différentes étapes en fait dans le milieu du graffiti. D'abord taguer, après faire des pièces. Là, c'est vrai que de par mes rotules qui ne sont plus aussi bonnes qu'avant, j'évite de courir, mais ce passage obligé en tant que graffeur, c'est ça en fait. C'est-à-dire, alors que le street artiste, des fois, il va faire son école. Ou pas, hein, mais tu vois, il n'y a pas ce côté, tu vas te perdre pendant des heures plus jeune, entre potes, essayer d'avoir des territoires. C'est un peu plus complexe le système du graffiti que le système du street art. On a des codes vraiment précis dans le graffiti. Et des fois, c'est vrai qu'on se retrouve justement en porte-à-faux par rapport à des artistes qui se disent essentiellement street artistes. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, par rapport à... Je vais te donner un exemple tout simple, en fonction du quartier où tu habitais avant.
des gens n'allaient pas venir dans ton quartier ou tu étais en problème avec eux. Alors que des street artistes purs et durs, eux, ils vont peindre là où ils veulent, quand ils veulent. Alors que nous, on va faire gaffe à qui est en dessous de nous, pourquoi on va peindre au-dessus, est-ce que ça va pas nous amener dans des mini-guerres en fait. Très bien. Donc ça, ce serait une grosse distinction entre le street art et le graffiti, ouais. D'accord. Et ce qu'on a pu découvrir avec justement le groupe, et on va y venir dans un moment 4KG, est-ce que c'est un peu plus ça le street art pour qu'on s'y retrouve? Nous, on se considérait comme graffiti artiste avant tout. Mais les gens pourront nous voir comme street artist dans la mesure où, par rapport aux fresques élaborées, par rapport à la composition qu'on faisait, mais on avait un côté quand même, surtout au début, on avait un côté actif dans la rue où on a sali des portails. Très bien. Alors, justement, salir, faut pas que je dénigre le terme, mais c'est comme ça que les gens nous voyaient. Ouais. D'accord. Alors, justement, comment on arrive à choisir un mur? Est-ce que c'est vraiment par opportunité? Ou parfois les propriétaires aussi jouaient le jeu et vous donnaient une autorisation. Comment ça se passe? Au tout début, c'est le côté visible en fait. C'est-à-dire, tu as besoin et même plus que par rapport à la population, tu as besoin en fait de faire remonter ton nom par rapport aux autres graffeurs. Et en plus que par rapport aux autres graffeurs, par rapport à ton équipe, ton crew en fait. Ça, c'était le plus important. Et puis après, bon, ça s'élabore de manière différente, mais en fonction du mur, c'est là qu'on allait aller. Donc s'il était visible, bien placé, tu étais sûr que tu allais avoir des graffeurs dessus. Et puis après, effectivement, en fonction des opportunités rémunérées ou non, tu vas aller dans un quartier parce qu'on t'a demandé de venir dans le quartier. Par rapport au jam, c'est-à-dire à des réunions avec d'autres artistes, tu vas te retrouver là. Par rapport à un petit coin caché que tu aimes bien, et puis tu te dis, tiens, les gens vont arriver là. Donc, mais c'est vrai que tu es dans un travail un peu de séduction toujours. Donc tu vas chercher le mur qui peut séduire le plus et te séduire toi aussi. Alors on va revenir sur quelques périodes qui sont phares dans ton parcours artistique. Le collectif 4KG, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je suis arrivé en Guadeloupe donc en 2003, puis j'ai rencontré assez rapidement Mikey qui m'a présenté Niro et Trispa. On a eu une petite activité en fait dans la rue et puis on s'est dit voilà, comme le courant passait bien, on s'est dit on va monter une équipe. Et avec 2-3 autres amis en fait qui étaient en métropole à l'époque, on a monté le collectif 4KG. Mais les membres actifs c'était nous 4 quoi. C'est-à-dire que les personnes se rappelant de 4KG vont se rappeler surtout de nous 4. Et puis de là, comme on avait une manière de fonctionner assez simple, et qu'on avait des plans on a eu différentes opportunités, des opportunités, on va dire, culturelles, régionales, comme des opportunités dans la rue. Et ça nous a permis assez rapidement de voyager ensemble. Comme je disais, en fait, on a monté l'association, mais à aucun moment, en fait, on s'est fait payer par cette association. C'est-à-dire que chaque sou qui arrivait nous servait à voyager, on réinvestissait ça dans du matériel. Tout était dédié à l'art, quoi. C'est-à-dire que... Et puis, ça a duré jusqu'en 2019. Et puis après là, c'est plutôt on va dire comment je pourrais expliquer ça? C'est un groupe à une vie, et puis des fois une mort. Et ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que je ne saurais pas te donner raison précise pourquoi ça s'est éteint, mais moi j'ai senti en tout cas personnellement qu'il fallait que ça s'arrête de mon côté. Et puis voilà. Oui, à un moment donné, on a une vision différente. Ouais. On veut essayer d'autres choses, parcourir d'autres. Ouais, puis c'est pas si simple que ça parce que c'est un peu des frères d'armes. Tu as des choses c'est un peu comme un couple au fait, c'est-à-dire des fois tu sais plus pourquoi ça fonctionne, pas en tout cas, et puis de là tu fais ton chemin quoi. Après l'avenir nous le dira, mais bon, il n'y a pas on n'est pas cloisonné, on s'est pas fait de... Rien n'est figé en tout cas. On s'est pas fait de coups bas ou de choses comme ça quoi. Très bien. Est-ce qu'à cette époque vous aviez, si je puis dire, une charte graphique? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier? Je dis ça surtout pour les personnes qui vous ne connaissent pas. Parce que l'objectif de Chronique Art, c'est justement qu'on comprenne la démarche au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'au sein du groupe, vous aviez des codes, une charte, si je puis dire ça? Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de charte graphique. Ouais, on peut aller... déjà, le nom qu'on avait choisi, 4 couleurs graphiques, c'est les 3 couleurs primaires plus le noir, même si le noir n'est pas une couleur. Donc, on était déjà basé sur l'idée de mettre de la couleur un peu partout dans la ville en fait, c'était ça. Et à l'époque, le street art n'était pas autant développé
il n'y avait pas autant de fresques colorées comme on pouvait voir. Donc nous, c'était un credo assez simple que d'arriver dans un lieu et de mettre de la couleur. Il y avait un mur gris, alors on mettait une fresque, souvent en reprenant les codes couleurs qu'on avait, c'est-à-dire ces 3 couleurs primaires et le noir. Et on a été assez vite connus par rapport à ça. Même dans nos voyages, je me rappelle à New York où les gars nous avaient dit, le film qu'on a fait avec Slash à l'époque, New Yorker à la test, tu vois, les gars à New York aimaient notre façon de peindre, parce qu'on arrivait avec quelque chose, même si maintenant je le fais plus, mais tu vois, avec de la jungle, des fleurs, des choses comme ça, plus d'autres types de choses graphiques, mais ils n'avaient pas forcément l'habitude de voir ça. Maintenant, avec les plans, avec les muralistes, les street artistes, tu revois quand même souvent beaucoup de paysages. Ça a même un petit peu saturé le paysage guadeloupéen, on en a fait partie un petit peu, mais ce que je vais appeler de la fresque doudouiste. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même quand je revenais à Rennes peindre avec des potes, il y avait ce côté hyper coloré que je ramenais en fait avec moi. Et effectivement, quand tu regardes, moi j'aimais cette anecdote de quand tu pars de Guadeloupe, que tu arrives en Bretagne, tu as l'impression que la nature elle est terne en fait. Tu as perdu tous ces tons de vert, il y avait quelque chose de... Maintenant je suis habitué, c'est 2 choses différentes, mais c'est vrai qu'à l'époque ça me choquait en fait. J'ai l'impression que il n'y a pas de couleur. Et finalement c'est ça qui est intéressant en Guadeloupe parce que comme dans tous les endroits où on vit, en fait on se retrouve influencé par notre environnement tout le temps, ça va arriver dans nos couleurs, tu vois. Et maintenant quand je peins des choses plus sombres, je le sais que si je l'avais fait en Bretagne, peut-être ça aurait été naturel. Maintenant, je sais que j'arrive vers des trucs plus gris, plus dark. Mais ça permet aussi de contrebalancer en fait, cet environnement. Très bien. Alors, je sais que tu as une activité autre, en tout cas, comme on dit, à côté. Ouais. Voilà, différente de l'art pour le moment, qui concerne la science. En quoi, justement, ces 2 univers te nourrissent? Comment tu arrives à jongler avec les 2, finalement? Je vais revenir peut-être même je vais revenir sur ça, mais aussi sur la base de ce qui m'a amené à graffer. J'aime ce côté en fait pluridisciplinaire, c'est-à-dire dans le hip-hop, fallait rapper, fallait danser, fallait faire du DJ, etc. et graffer. Moi, dans la science, en fait, il y a ce côté un peu pluridisciplinaire aussi, c'est-à-dire que pluridisciplinaire, ouais, c'est-à-dire ce côté un peu on te définit en tant que scientifique ou que littéraire. Or, l'art, c'est souvent associé au côté littéraire, etc. Et donc, il y avait ce pont que j'aimais un peu comme les grands philosophes de l'époque, tu vois, qui cherchaient des atomes, mais en même temps qui écrivaient des textes philosophiques. J'aime cette approche, en fait, généraliste. C'est une approche un peu scientifique aussi, c'est-à-dire, à partir du moment où tu as un maximum d'éléments clés, tu peux comprendre le monde aussi dans lequel tu es. Et donc, je vais être influencé pour faire des peintures par rapport à ce côté scientifique. Tu vois, je lis plus de magazines scientifiques que de magazines artistiques. Je vais pas te mentir, ça m'embête les magazines où on te parle les livres d'art, j'adore ça, mais je préfère me plonger dans un bon Science et Vie que dans un livre d'art en fait. Et donc, ce côté chercheur en fait dans l'art, j'aime rejoint aussi ces deux choses-là. Puis après, bon, le métier m'a choisi ou j'ai choisi ce métier, tu vois, ça me permet d'avoir même si j'aime beaucoup ce métier, mais ça me permet surtout d'avoir aussi un côté financier stable. En espérant un jour aller plus vers ce côté artistique pur et dur, ouais, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est le marché qui m'amènera là, les opportunités. Bien entendu. Ouais, voilà. Et est-ce que quelque part, sur la peinture, dans l'organisation de ta peinture, dans le cheminement où tu commences par tel et tel élément, il y a cet élément scientifique qui... Justement, non, j'ai ce côté... Non, pas du tout. Ouais. D'accord. Sur une des dernières peintures, ouais, tu es obligé quand même d'être organisé, c'est-à-dire si tu veux... je le suis de plus en plus si je veux arriver à des résultats bien précis en fait dans ma peinture. Parce qu'avant c'était plus à l'instinct en fait. C'est-à-dire je vais mettre du rouge, je sais pas pourquoi je mets du rouge là, mais je sens que ça va bien avec cette couleur-là, tu vois. D'accord. Dans le graphe, j'étais plutôt comme ça avant. Maintenant que je veux arriver à des résultats bien précis pour faire passer des messages beaucoup plus précisément, je suis obligé d'arriver dans des techniques plus précises. Je laisse beaucoup moins de hasard en fait dans ce que je vais faire, même si c'est un peu comme un footballeur, c'est-à-dire tu as l'impression que le gars c'est facile pour lui, alors que derrière tu as des gestes, des gestes, des gestes. Et ben là c'est un peu pareil, c'est-à-dire il va falloir donner l'impression que ce trait de peinture il a été facilement posé ici, alors qu'en fait il y a eu du travail et de la recherche. Et je suis plutôt dans ce côté-là effectivement à l'heure actuelle.
essayer de justifier en fait chaque élément que je vais mettre, pourquoi je fais ça. Donc ça pousse en fait. Est-ce que ça veut dire que tu es moins dans le spontané, mais plus dans la réflexion? Je suis plus dans la réflexion, ça c'est sûr. Mais après, je me garde toujours dans une peinture, je me garde toujours une marge de manœuvre spontanée, c'est-à-dire que à un moment, je dois pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire partir en live sur ma toile. Si cette toile doit être maîtrisée du premier coup de pinceau jusqu'au dernier coup de pinceau, impossible. C'est pas mon état d'esprit. Il faut que ça parte en live, que ça fasse n'importe quoi. Et donc, je trouve des manières différentes, que ce soit par le trait de pinceau ou le thème que je vais utiliser. Il y aura ce côté effectivement qui sera purement aléatoire. Alors, pour qu'on continue un petit peu à brosser ton parcours, on va revenir aussi sur les techniques, parce que visiblement les choses ont évolué. Ton passage au CAC, au Centre des Arts de la Culture de la Guadeloupe, à un moment donné, tu as fait partie de ces artistes squatteurs, si on peut dire, en tout cas, qui ont investi les lieux. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Déjà, je voulais faire un gros big up à l'équipe, parce que moi, je ne pouvais pas me permettre de rester sur place et de dormir, mais c'est vrai qu'au tout début, dès que je pouvais être là, dès que je pouvais peindre, je mettais ma contribution. Mais je crois que sans rentrer dans la caricature, mais c'est un des axes majeurs de l'art, c'est-à-dire, et dans le graffiti, on a toujours fait ça, c'est-à-dire à partir du moment où tu n'as pas envie qu'il y ait de la peinture là, c'est là qu'on a envie d'en mettre forcément. Si maintenant énormément de personnes ont besoin de graphes ou de peinture chez eux, c'est parce que justement, on a investi les lieux sans demander. Et donc cette démarche-là était autant politique qu'artistique, était énorme pour moi. Et je me suis retrouvé, comme je disais, dans les années où j'avais 20-25 ans, ce côté hyper spontané, de retrouver des artistes, de retrouver des vibes. J'y étais encore ce week-end là pour une journée hip-hop qui s'est organisée là. Et j'ai retrouvé ces personnes du début en partie et on est des amis maintenant, tu vois. C'est un truc, comme je dis, maintenant on peut marquer le CAC, même si demain ça devait s'arrêter, le CAC ça a été hyper important pour beaucoup d'entre nous. Ouais. Moi en tout cas ça m'a donné une deuxième vie, je pense que j'ai fait parmi, c'est dommage que ça va disparaître à un moment ou à un autre, mais j'ai fait parmi les plus belles peintures, en tout cas celles que je préfère. De par cette énergie, de par le fait qu'on était dans des lieux fermés, pas au soleil, tu vois. Oui, bien entendu. Oui, tous les facteurs étaient réunis en fait pour se sentir bien. Ouais. Donc non, c'est une part importante. Ma femme n'était pas trop contente à l'époque parce que j'étais souvent là-bas, mais non, c'est big up à l'équipe qui a mis ça en place. Ouais. Alors on va s'arrêter un moment sur tes techniques, puisque les choses ont évolué. Donc au début c'était la bombe, c'est bien ça. Ouais. Et aujourd'hui tu travailles sur avec quel matériel plus? Je vais utiliser tout ce qui peut mais je faisais déjà un petit peu comme ça, mais j'avais pas forcément les moyens de développer, d'avoir tout le matériel. Mais je vais utiliser ce qui peut me tomber sous la main. Mais là, à l'heure actuelle, les dernières peintures, c'est acrylique, c'est bon. Je fais des compositions, j'aime maintenant intégrer de la 3D par rapport à des objets recyclés. Mais je me rappelle, j'ai des toiles où j'ai collé des feuilles de cuivre, je mélangeais du fusain avec de l'aquarelle. En fait, j'utilise le médium qui me permet d'arriver au résultat qui m'intéresse le plus. Mais si je dois penser aux dernières toiles, ça va être de la bombe, ça va être de l'acrylique au couteau et du fusain, du Posca. C'est celles qui me plaisent en ce moment, mais tu vois, cet été, j'ai été faire un peu la razzia dans les magasins d'art. Là, je suis revenu avec 20 sortes de plumes, pas de plumes, de pinceaux pour faire de la calligraphie chinoise. Tu vois, donc je me fais des petits moments comme ça de chaque technique et puis après je les réinvestis d'une manière ou d'une autre. Ouais. Très bien. Et comment justement, puisque tu es autodidacte, comment est-ce que tu nourris cette technique? Avant d'avoir internet déjà il y avait je connais pas, j'ai une feuille blanche, j'essaye. C'était ça le principe de base. C'est-à-dire ça m'a l'air rigolo, j'essaie de voir comment je peux le maîtriser. Maintenant que j'ai quand même touché à pas mal de types de médiums, maintenant je reviens avec, t'as des tutos YouTube, t'as des potes, t'as des trucs, donc tu vas chercher des techniques pour les pousser, que ce soit un peu plus rapide en fait. Mais je suis capable assez rapidement d'appréhender une nouvelle technique. Après, j'ai pas tous les toutes les subtilités, tu vois, mais là, si j'achète une plume pour calligraphie et que j'ai de l'encre de Chine, je vais pas aller regarder dans un bouquin pour le faire, je vais prendre une feuille blanche. Je vais voir ce que ça donne, à quel moment je le maîtrise. Tiens, du coup, ça me fait des erreurs graphiques. Hop, je les utilise pour ce que n'aurait pas fait quelqu'un qui a appris ça. Oui, en effet. Tu vois, c'est toujours, en fait, c'est une histoire c'est du ping-pong entre ce que j'aurais appris si j'avais été en école et le côté autodidacte, toujours.
Mais je commence d'abord par ce côté, j'essaye. Après, on développe. Alors, avant qu'on passe à cette deuxième phase où on va aller un petit peu plus loin sur ce que tu as pu réaliser récemment ou en tout cas durant ton parcours, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur les femmes ou en tout cas les visages de femmes. On peut presque dire que c'est ta marque. Ouais, c'était ma marque de fabrique au tout début. D'ailleurs, ma première exposition officielle en Guadeloupe s'appelait Yesoul Sista. Parce que quand j'étais plus jeune, effectivement, ça rejoint plusieurs choses que j'aime en fait. C'est-à-dire que j'aime ce côté, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu révolutionnaire, un peu anarchiste entre guillemets. Donc j'aimais ce côté déjà combat. J'ai aimé le côté combat noir américain, notamment par rapport au rap, par rapport, comme je disais à l'époque... À l'univers hip-hop. Ouais, l'univers hip-hop, mais comme je dis, les sportifs que je regardais, c'était l'époque des Michael Jordan, tout ça. En fait, je regardais souvent des sportifs noirs, mais dans la culture, c'était du Chester Himes que je lisais. Enfin, tu vois, tout mon environnement culturel était noir. Donc, par rapport en plus à ce combat qu'il y avait, que je trouvais hyper intéressant. Et donc, je trouvais que la femme noire, en tout cas arrivée en Guadeloupe, était un peu le symbole de tout ça. C'est-à-dire découvrir aussi en Guadeloupe de quelle manière en fait les femmes aussi avaient à tenir sans les réduire à ce rôle de potomitan, mais tu vois, il y avait moi je trouvais cette notion de guerrière en tout cas. Ouais, cette notion de guerrière. Et là-dedans tu peux retrouver ça, c'est-à-dire ce côté, comme beaucoup d'hommes j'aime les femmes, mais ce côté on peut passer du sensuel en fait à la personne qui coupe la tête d'un coup d'un seul. J'ai trouvé ça intéressant. Et le côté Yesoul Sista, c'est parce que j'ai aimé la période 60-70 dans la musique, c'est-à-dire la funk, surtout la soul. Et j'aimais ce côté femme avec l'afro. Voilà, les afros, les cheveux naturels. Tu vois, je me retrouvais défenseur du cheveu naturel à l'époque. Je me suis retrouvé dans des conventions comme ça. Mais tu vois, il y avait ce combat-là, en fait. Et la femme symbolisait effectivement tous les combats qu'on peut chercher, quoi. Parce qu'effectivement... Bon, je pense qu'elle s'est un peu évolué, mais quand tu es une femme noire, seule, dans un monde dans lequel on est, faut y aller quand même, tu vois. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et en plus, bon, je me suis mis aussi à dessiner des femmes parce que c'était beaucoup plus difficile que de dessiner des hommes. Il y a eu un côté technique aussi là-dedans. D'accord, il y avait un challenge à ce niveau-là. Ouais, d'un point de vue purement graphique, sans réduire à quoi que ce soit, mais la peau noire est une très belle peau à dessiner, tu vois, par rapport les traits, les couleurs, les contrastes, etc. C'est très agréable de dessiner des peaux noires. Les visages noirs. Et les visages des femmes est quelque chose de très difficile à dessiner. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme il n'y a pas beaucoup d'aspérité sur un visage, quand tu réussis un visage de femme et qui ressemble à une femme et qui dégage quelque chose, c'est beaucoup plus difficile que de dessiner un homme. Tu lui mets 2 rides, tu peux le déformer un petit peu. Même pour des hommes beaux, il y a moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux, ouais. Donc tu avais un enjeu culturel, tu avais un enjeu graphique, et tout ça s'est relié en même temps. Et puis arrivé en Guadeloupe, c'est pas arrivé en Guadeloupe que j'ai commencé à dessiner des femmes noires, c'était déjà par rapport au côté hip-hop avant, parce que la plupart de nos héroïnes, elles étaient souvent noires. Enfin tu vois, il y a toutes ces choses qui se mélangent. Mais c'est vrai que j'ai vu, il y a déjà des polémiques, il y a des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi t'es blanc, tu dessines des noirs ?» Ça s'est fait, tu vois, je veux dire, peut-être j'aurais été influencé par la culture asiatique, c'est eux qui auraient fait du hip-hop, c'est peut-être des femmes asiatiques que j'aurais dessinées. Donc je veux pas être réduit justement à ce côté, et surtout en plus par rapport au truc de tout ce qui est appropriation de culture et tout ça, non. Non, c'était une vibe, et ça plaisait aux amis, en premier lieu, 4KG à l'époque, mais ça plaisait aussi... quand j'avais des retours de la population noire par rapport à mes dessins qui me demandent de faire des... Tu vois, c'est pas comme si j'imposais quoi que ce soit. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que tu peux pas figer l'instant à un endroit, mais ouais, tout s'explique. Si tu vas chercher chaque cause, ouais, je peux te dire pourquoi. Après, effectivement, demander plus que ça, c'est dire bah, pourquoi je suis blanc, pourquoi j'ai 2 jambes, pourquoi j'ai... tu vois. C'est impossible. C'est importe peu à ce moment-là. Ouais. Très bien. Alors, on va marquer une légère pause. Yes. Le temps pour nous d'aller à la rencontre de ces toiles. Et on va passer un peu plus de temps pour que nos auditeurs de Radio Côte Caraïbe s'imprègnent de ton travail. Merci et à tout de suite. Merci pour tes questions.
auditeurs, nous revoilà avec Yesu qui nous présente maintenant une de ses œuvres. Et donc, pour tout vous dire, on est sur une... Alors, pas du tout les femmes, hein, pas pour l'instant, mais en tout cas, une forme, une tête, même deux, on pourrait dire avec un masque. Il nous en dira plus dans un moment. On est dans une... Au niveau des couleurs, on est sur un dégradé camailleux, violet, rose. Et puis, tout autour, on a l'impression que le monde est en turbulence avec un certain nombre de personnages miniatures. On pourrait imaginer des extraterrestres ou encore des yeux, des enfants, la planète. Voilà. Mais on va laisser Yesu nous expliquer tout ça parce que c'est un autre univers par rapport à ce qu'on a pu aborder tout à l'heure. N'est-ce pas, Yesu? Exactement. Là, on est vraiment dans l'univers un peu plus scientifique dont on parlait. Donc cette toile, ça s'appelle Life Under Deconstruction, avec mon super accent anglais, avec le D entre parenthèses, pour garder le jeu de mots avec Life Under Construction. Parce qu'effectivement, on a deux personnages, donc un qui est un peu robotique. On ne sait pas, en fait, à la base, c'est vrai que c'était basé d'une image de femme, avec ses angles, etc. Et puis quand je l'ai dessiné, en fait, c'était apparu que c'était plutôt un homme. Donc je vais garder un peu par rapport au monde auquel on vit. Il y a beaucoup de problématiques autour justement de cette la problématique du genre, c'est ça? La problématique du genre, donc je trouvais que ça tombait bien. Et de cette tête en fait sort un crâne, comme s'il était imbriqué en fait dans ce personnage. Là on revient sur le côté humain. Donc non seulement on est sur la thématique du genre, mais on est aussi sur la thématique en fait de la robotisation de notre futur. Puisque avec les automates. Les automates, on aura peut-être bientôt des cœurs artificiels, des bras artificiels, des cerveaux artificiels. Donc on est vraiment d'où ce côté un petit peu luminescent dans les yeux. Et autour de ces deux personnages qui sont imbriqués l'un et l'autre, vous avez ce qu'on appelle des bonhommes têtards. En fait, je les mets énormément dans mes toiles ou dans mes graphes. Ce sont des petits bonhommes. C'est pour le rappel des premiers bonhommes qu'on dessine à l'école. Tout le monde connaît le terme des bonhommes têtards. Et en fait, c'est eux. Et c'est-à-dire, ils me permettent d'avoir un petit côté un peu trublion par rapport à des images que je fais souvent assez fixes, qui ont un peu l'air de statues, en fait, finalement. Mais eux, ils sont là un peu comme des bouffons tout autour. Oui. Et qui rappellent un certain mouvement, d'une certaine manière. Donc, ils amènent un mouvement, et puis ils racontent aussi l'histoire cachée, en fait, de ce personnage. Et là, si on regarde, en fait, il y a énormément de vraies équations de physique quantique, avec des subtilités dans leur utilisation, par exemple l'équation du corps noir. On voit un bonhomme tétard qui est au début blanc, qui finit noir, comme ici par exemple, il est en train de manger cette équation-là, et puis il finit désintégré. Mais tu vas retrouver des formules, celle d'Einstein, le E égale MC2, là, qui est mangé par un bonhomme tétard. Après, il y a le départ par Artemis sur la Lune. On retrouve des formules, chaque élément, là tu as l'équation le côté chat de Schrödinger, ce chat en mécanique quantique qui serait ni vivant ni mort. Et une que j'aime bien, en fait, qui n'a pas vraiment de sens scientifique précis, c'est l'équation de la probabilité de la vie. C'est-à-dire qu'en fonction d'un certain nombre de facteurs, tu peux savoir si une planète va abriter ou non de la vie. Et quelle est la chance qu'elle apparaisse. Donc, on est sur tout ça, c'est-à-dire on est sur un futur un peu désagréable, mais en même temps toujours avec ce côté quand même, on peut retrouver de la vie et retrouver une vie simple, entre guillemets, quoi. Mais tous ces petits bonhommes là, ils sont en train de raconter tout ça avec on va avoir des petits côtés politiques. On verra, par exemple là, celui-là, il est là pour avec son billet, ça c'est en rapport avec l'inflation. Tu vas avoir, je sais plus où je l'ai mis, mais t'en as un qui est en train de faire du jet ski. Oui, donc on est vraiment dans l'actualité. Ouais. Dans la vie quotidienne aussi, hein, toutes les préoccupations du Exactement, moment. là tu vas retrouver des histoires, je sais plus où ils sont, mais tu vas en retrouver qui sont liés à l'eau, tu vas en retrouver qui sont liés au Covid, tu vas en retrouver qui sont liés à tous ces éléments-là, tu vas en retrouver qui sont en train de faire des selfies, donc l'histoire générale, effectivement, ce serait plutôt comment la vie va se construire dans le futur, en gardant des problématiques actuelles. Et après, les couleurs ont été choisies pour... j'aime bien ce côté un peu chaud, mais en même temps froid. Donc c'est pareil, cette dualité. Où est-ce qu'on va en fait? Mais en gardant toujours, effectivement, ce qui fait de nous des hommes, ce sera... Alors, rappelle-nous la dimension de cette toile, parce qu'elle est assez imposante. Hein. Ouais, alors là, elle n'est pas complètement cadrée, mais quand elle sera cadrée, normalement, c'est du 1m90 x 1m30.
Très bien. Ouais. À peu près les dimensions d'un lit, si quelqu'un veut se Exactement. représenter. Voilà, tu peux tu peux la Voilà, mettre on en peut- couvre-lit Exactement. à l'heure actuelle. Très bien. En tout cas, c'est vrai elle dégage une force, une énergie, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu nous proposes. Et j'espère que les éditeurs aussi qui ont l'occasion de voir ton travail différent par rapport à ce que tu as ça pu n'a rien à voir, proposer auparavant, mais qui interpelle à chaque fois et qui nous rappelle le lien, on disait tout à l'heure, entre le monde scientifique et le monde artistique. Ouais. Mais c'est vrai que avant, j'étais plutôt dans un côté séducteur par rapport à quand tu fais une belle femme sur un mur. Tout de suite, c'est un appel, en fait, entre guillemets. Même si j'aimais toujours mettre 2, 3, 4, 5 couches de messages derrière. Mais là, du coup, je cherche à interroger, à perturber, à pas ce qu'on me dise forcément, tiens, c'est joli. Tu vois, ce terme de c'est joli ne m'intéresse plus vraiment, en fait. Après, j'aime garder quand même, il faut que ça reste beau. Qu'il y a un certain esthétisme. Ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire faire du sale pour du sale, non, c'est pas intéressant. Mais effectivement, si quelqu'un en ressent en se disant, bah tiens, ça m'a un petit peu perturbé le ventre, plutôt que la tête même des fois, là j'ai réussi ce que je voulais par rapport à ma toile. Et donc là, il y a une série qui va arriver, mais c'est un autre type de travail, donc c'est pas qu'à la bombe, donc ça demande plus de temps aussi pour les détails, c'est un peu plus poussé. Alors, justement, sur cette toile, tu y as passé combien de temps jusqu'ici? J'ai passé 3 jours pleins, donc on va dire, quand je peins, c'est entre 10 et 12 heures, donc c'est au moins une trentaine d'heures. Ouais. Donc tu vois, il y a d'abord une pré-couche qui a été faite à la bombe. Je voulais tout faire à la bombe, en fait, au début, puis je me suis rendu compte que j'avais pas envie de me galérer à faire des pochoirs trop. Donc j'ai attaqué le côté acrylique. Et puis il faut retrouver 2-3 techniques, les dégradés, les machins, tu vois, entre 2 peintures, faut les remettre. Donc deuxième couche, ça a été l'acrylique, et la troisième couche, je suis revenu à la bombe pour donner ces effets un peu luminescents que tu vois sur la toile, ce côté un petit peu fluo aussi qui dégage. Comment est-ce que tu gères les perspectives pour avoir justement cette impression de volume, notamment je vois sur le premier visage où voilà, on a presque l'impression que ce visage sort de la toile. Comment est-ce que tu... Ça, c'est des techniques d'ombre et de lumière, en fait. C'est-à-dire, si tu as envie que ton personnage il soit creusé, il va falloir que les ombrages arrivent vers l'arrière et que la lumière arrive vers devant. Là, tout de suite, tu auras un personnage qui peut sortir de la toile. Le fond noir, il a cet avantage qu'effectivement, il masque déjà pas mal de choses. Donc, on peut le faire sortir quelque chose d'un fond noir, c'est assez facile. En estompant un petit peu les côtés par endroits, tu vois le visage. Mais effectivement, après, c'est une histoire de lumière. Et ce personnage, il est issu de... tous les peintres connaissent ce type de... C'est les petits bonhommes en bois qu'on utilise pour la lumière. Donc il y a des logiciels comme ça, et ce logiciel que j'ai utilisé en fait m'a permis de choisir la lumière que je voulais, je l'ai choisi où elle devait arriver, la couleur de la lumière que je voulais. Donc contrairement à d'autres photos que je vais utiliser en utilisant les lumières qu'il y a déjà dessus, là j'ai décidé de la lumière qui serait intéressante pour moi. Tu vois, j'ai choisi une plongeante qui serait de plus ou moins rose, celle qui arrive de derrière sera plus ou moins bleue, et celle qui arrive comme ça sera plus ou moins rose. Et après, je la déplace de façon à pouvoir creuser mon personnage et le dessiner de la manière dont je l'entends. Ouais. Mais c'est des techniques de base en dessin, c'est-à-dire à partir du moment où c'est foncé, ça creuse, à partir du moment où c'est éclairé, ça sort. Et là, c'est la vingtaine d'années d'expérience qui m'amène à ça. Ouais, voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup, Yessou. On va donc passer à la deuxième toile que tu nous réserves. Donc, restez connectés sur Radio Côte Caraïbe et on revient tout de suite. Bien, donc chers auditeurs, nous voilà toujours avec Yessou dans son atelier et qui va donc nous présenter la deuxième œuvre qu'il nous a choisie. Et donc là, comment allons-nous procéder? Je vais commencer par moi, ce que je peux Vas-y. voir et tu me diras si je suis
sur la bonne voie. Donc, on a, comme on l'a dit précédemment, hein, on revient un petit peu au début, avec une tête de femme qui a l'air au combat, on dirait presque une guerrière, qui est avec un masque qui lui prend un petit peu une bonne partie de sa tête. On pourrait dire une tête d'animal assez féroce, voilà, de grandes dents qui longent les deux côtés de son visage. Derrière, on a, en arrière-plan plutôt, on a cette main forte qui tient, on pourrait penser à une épée ou en tout cas un couteau, quelque chose de... Et enfin, ses cheveux, ou peut-être la suite du masque, d'un bleuté assez clair qui contraste avec son visage orangé. On a quelques signes sur le visage qui peuvent nous faire penser à une ethnie africaine. On a ainsi des scarifications sur le visage de différentes couleurs. Et d'où vient-elle? Tout le mystère est là parce que autour d'elle, un univers violacé, où on pourrait penser d'une autre galaxie avec ces petits points blancs qui nous font penser, voilà, qui pourraient laisser passer notre imaginaire en tout cas. Est-ce que j'ai fait une bonne description, Yessou? Myriam, tu es à 2 doigts de la vérité. À 2 doigts. Ouais. Donc, dis-nous tout, et pour nos auditeurs qui comprennent bien de quoi il s'agit. Eh ben, effectivement, tu es dans le thème et tu es dans le vrai, en fait. C'est-à-dire, c'est effectivement une guerrière à la peau orange, qui pourrait rappeler des martiennes, s'il existait des martiennes. Cet animal, effectivement, qui lui sert de casque, pourrait nous faire penser aux animaux préhistoriques, comment ils s'appelaient? C'était les lions à grandes dents, les lions dents de sabre. Donc on est dans le passé, mais en même temps, de par sa couleur de cheveux, de par son attitude, ça pourrait être aussi le futur. Parce que, étant donné qu'effectivement le fond représente l'espace, donc c'est peut-être une guerrière qui est venue au CAC, puisqu'on est en artiste résistance, qui est venue donner un petit coup de main pour se battre venant du futur ou de l'espace. Donc on peut retrouver donc cette fresque au Centre des Arts donc, de la culture en Guadeloupe. Et on est sur quelle dimension? Comment tu as pu travailler sur cette... Ah là, on est sur on doit être sur du 3 mètres, 3 mètres 50, sur 5 mètres en largeur. Donc, c'est impressionnant finalement. Ouais, si tu avais la photo de moi à côté, j'arriverais peut-être ma tête arriverait au niveau des yeux, on va dire. Et puis après, c'est vrai que pour revenir sur les ethnies dont on parlait tout à l'heure, là, tu vas chercher dans ce personnage-là, tu vas chercher du viking, mais tu vas chercher aussi des Africains, tu vas chercher des Asiatiques. Peut-être même Amérindien aussi, ouais. En cherchant même un petit peu de l'ésotérisme, tu vois, là-dessus, les signes que tu peux voir, tu vas voir des mains, en fait. Ça te donne une idée de la dimension, en fait. Ce qu'il y a au niveau du 3e œil, c'est ma main que j'ai fait glisser. D'accord. Donc ça te donne un peu le... Et donc là, je joue aussi sur le côté 3e œil avec une main et avec des yeux qui n'existent pas parce que ce sont des yeux couleur or, en fait. Donc comme ça, on s'affranchit de toute ressemblance. Avec personne existante. Très bien. Mais effectivement, on est sur ce côté-là, quoi. J'aime ce côté femme guerrière, avec un côté un petit peu déterminé. On peut même trouver de la sensualité, je pense, là-dedans. Et puis après, effectivement, j'avais pas pensé. C'est pour ça que j'aime entendre les personnes parler de mes peintures. J'avais pas pensé que ça pourrait être du masque, mais c'est ses cheveux, en fait. C'est ses cheveux qui volent au vent. Très bien. Et qui sont là, effectivement. D'accord. Les yeux peuvent faire penser aussi à un chat, hein, donc peut-être là, ce côté sensuel, peut-être que tu disais, et puis ce trait au niveau qui traverse le visage de part et d'autre, avec cette ligne blanche qui pourrait penser effectivement à... Non, je un pense masque ou un signe ethnique en tout cas. Ouais, je pense qu'on pourrait retrouver... De toute façon, pour ce visage-là, je me suis inspiré d'une photo qui avait certainement 2-3 signes ethniques sur elle. Donc que j'ai remis ou alors que j'ai remodifié. Accentué, en tout cas. Mais effectivement, on est en plein dedans, on est en plein dans le... Et on pourrait, sur certains signes ethniques que j'ai inventés pour cette peinture, peut-être qu'on en retrouverait chez certaines civilisations, même des civilisations actuelles, tu vois, qui utilisent ça pour des cérémonies ou... Ouais, parce que c'est ça que j'aime, en fait, quand tu cherches un petit peu, il y a un moment, en fait, on retrouve... Malheureusement, c'est souvent lié à la guerre. Oui.
Mais on retrouve quand même des codes, quelles que soient les personnes. C'est-à-dire, on est au combat, il fallait trouver des signes distinctifs pour faire peur à l'ennemi ou pour impressionner l'ennemi. Et tout le monde forcément a joué avec le visage humain. Donc tu vas retrouver des choses communes à des civilisations qui ont peut-être 20 000 kilomètres de différence au niveau de... En termes géographiques. Mais c'est vrai que le côté femme donne un côté plus doux. Et donc du coup, un peu plus... Oui. Tu vois, tu as l'impression que ça va être tranquille, pas forcément. Parce qu'effectivement, ce qu'elle cela. tient dans le dos, Pour tromper l'ennemi. Ouais, c'est les épées que j'aime bien dans les films d'épée. C'est une épée qui doit faire 2 mètres, tu vois, les grandes épées que tu sors du dos comme ça. Oui, oui, oui. Donc, pas jouer éveil. Très bien. Voilà. On va terminer sur cette note et surtout, avant de se quitter sur ce bon moment qu'on a passé ensemble, dis-nous un petit peu tes prochaines actualités parce que voilà, on sait que tu es en train de travailler sur des choses différentes maintenant. Ouais. Prochainement, qu'est-ce qu'on peut attendre de Yesu? Prochainement, il y avait eu un petit concours à Rérom qui s'était fait entre la CCI et la région Guadeloupe. On était 9 à avoir gagné ce concours, donc il va y avoir l'exposition commune qui devrait arriver bientôt. Très bien. Pour la route du Rhum, je suis sur pas mal de petits projets, parce que effectivement tout le monde commence à se réveiller. Bien sûr. Donc forcément, après c'est beaucoup de peinture pour des personnes individuelles. Je compte bien arriver sur mon expo avant la fin de l'année. Soit ce sera une vente privée, soit ce sera une expo. Et puis pour 2023, ouais, ce sera surtout beaucoup de toiles, une nouvelle expo et des nouveaux murs, une nouvelle façon de travailler encore. Voilà. Très bien. Donc tout ça pour dire à nos auditeurs donc, de rester connectés sur ta page, hein, Ouais. n'est-ce pas, Yesu Dini. Ouais. Et puis bien sûr sur Radio Côte Caraïbe. Merci beaucoup Yesu de nous avoir Merci à reçus. toi et à vous pour ce bel accueil. Merci et à bientôt. Ok, à bientôt. Bye.